Les titres de ce 19h30 séminaire gouvernemental ce 5 mars au Palais de Kosiam. Le processus de la réforme de l'administration était en discussion. On a insisté sur l'informatisation des services de l'administration pour booster, par exemple, le traitement des dossiers des carrières et améliorer les organisations des concours. Après l'Assemblée générale du Synatic appelant les travailleurs des médias publics à une grève illimitée suite au vaste redéploiement du personnel opéré par le gouvernement, le ministère de la Communication s'explique. Vous entendrez la secrétaire générale de ce département ministériel. Et puis, actualité internationale en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a annoncé ce 5 mars qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle à venir. Un extrait de son discours tout à l'heure. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Nous débutons ce journal en prenant la direction de la Côte d'Ivoire où le président Alassane Ouattara a mis fin au suspense sur sa candidature ou pas à l'élection présidentielle de 2020. Pas de troisième mandat pour le chef de l'État ivoirien devant les députés et les sénateurs. À Yamoussoukro ce matin, Alassane Ouattara a annoncé qu'il renonçait à se présenter au scrutin présidentiel d'octobre prochain. Je vous propose de l'écouter. La Constitution de la Troisième République en 2016, que je ne souhaitais pas me représenter à un nouveau mandat présidentiel. En conséquence, je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Voilà, retour à Ouagadougou. Les membres du gouvernement en séminaire ce jeudi au Palais de Kosiam, au cœur des travaux, le processus de réforme de l'administration publique. Le gouvernement qui veut notamment accélérer la digitalisation de l'administration. On annonce par exemple qu'à partir de cette année, le concours professionnel pourrait même être fait en ligne. Le point de tout cela avec Rémi Lambert-Nébier. À l'issue de ce séminaire qui a réuni l'ensemble des départements ministériels, le ministère de la fonction publique a reçu l'aval du gouvernement pour améliorer davantage l'organisation des concours de la fonction publique. Et cela passera par l'ancrage des technologies de l'information et de la communication dans l'organisation. Donc il y a un volet essentiel qui concerne les concours professionnels. Parce que vous savez que les concours professionnels, à la fin, pour ceux qui sont admis, ça entraîne des incidences sur leur famille parce qu'il faut trouver des écoles, il faut se déplacer. Donc, on est obligé d'alléger le processus. Donc, dans une première phase de notre expérimentation, pour les concours professionnels, les gens seront amenés à composer en ligne et in situ, ils auront en même temps les résultats de leur composition. Donc ça va se faire progressivement avec les ministères qui n'ont pas les grands effectifs et puis en espérant que dans les années à venir, le dispositif pourra permettre aux concours qui mobilisent par exemple 2000, 3000 candidats de pouvoir rentrer dans ce processus de la composition en ligne en une journée et d'avoir les résultats in situ. L'autre impact positif que le ministère de la fonction publique espère tirer de l'informatisation de l'organisation des concours, c'est l'allègement du processus. Nous envisageons en tout cas de faire une synchronisation entre la phase d'inscription en ligne, le traitement des dossiers par l'agence de recrutement de l'État et le traitement des dossiers par les écoles professionnelles, puisque nous voyons qu'il faut que les administrations fassent plusieurs circuits. Alors qu'en créant un compte unique, le candidat a un dossier, s'il est admis, c'est sur ce compte unique-là, qui sera électronique, que l'agence générale de recrutement de l'État pourra travailler, que l'école professionnelle pourra travailler, et puis que notre administration, par la suite, prendra le relais, sans avoir besoin que pour chaque étape, on vous dise qu'il faut reconstituer vos dossiers, Les réformes envisagées toucheront également le traitement des actes de carrière pour en donner un coup d'accélérateur. Pour les actes de carrière, nous avons contracté des engagements avec les partenaires sociaux, les partenaires financiers, de traiter les actes de carrière dans un délai abrégé. Mais jusqu'à présent, nous sommes parvenus à
à obtenir des résultats qui sont satisfaisants, mais qui peuvent être améliorés si nous saisissons l'opportunité des technologies. Je donne des exemples pour les nouvelles personnes qui sont recrutées. Il faut traiter les actes de carrière, les mandater avant qu'ils aillent prendre service. Donc pour tout ce processus, on a décidé non seulement d'alléger, en supprimant un certain nombre de procédures que nous ne jugeons pas pertinentes, en ne demandant pas un certain nombre d'actes que nous ne jugeons pas forcément pertinents, et puis en décidant de traiter dans un cadre unique, sous forme de guichet unique, que les administrations qui sont concernées par les actes puissent traiter ces actes-là rapidement. Selon le ministère en charge des réformes de l'administration publique, le processus de réforme serait déjà à un stade avancé et pourrait être appliqué dès la session 2020 des concours professionnels. Pour l'implémentation de ces différentes technologies, le ministère dit avoir fait appel à l'expertise de certains Burkinabés de la diaspora aguerris dans l'usage de ces systèmes informatiques. Et toujours au chapitre de l'informatisation et de la digitalisation de l'administration publique, sachez que les directeurs des services informatiques de l'administration sont en formation pendant 2 semaines. Ils seront outillés sur la sécurisation des actifs informatiques et des échanges électroniques. Madina Sienou. L'annuaire électronique et les outils de collaboration électronique, plus précisément la messagerie électronique, des outils de dernière génération. Les directeurs en charge des services informatiques des différents ministères seront outillés sur leur utilisation pour une modernisation de l'administration publique. Depuis plus de 20 ans, l'administration publique dispose d'une messagerie électronique sur son réseau, mais qui n'est pas encore suffisamment utilisée par l'ensemble des agents publics qui évoluent sur ce réseau informatique de l'administration. Alors la plateforme a été rénovée depuis 2017, a subi plusieurs tests pour s'assurer véritablement de sa robustesse, de sa stabilité. Et aujourd'hui, on veut amener les DSI à s'approprier cette plateforme pour pouvoir en retour en offrir les services dans leurs ministères respectifs. Organisé par l'ANPTIC, l'Agence nationale de promotion des technologies de l'information et de la communication, ce transfert de compétences sur la sécurisation des actifs informatiques et des échanges électroniques répond à un souci de responsabilisation des directeurs des services informatiques. Ce transfert de compétences est pour leur permettre, donc, comme on l'a dit lors de la session, de leur donner des compétences pour qu'ils puissent intégrer les différents actifs numériques au niveau donc, de leur direction et également de pouvoir assister leurs collaborateurs, les premiers responsables, à créer des comptes de messagerie et utiliser, n'est-ce pas, les signatures électroniques et le cryptage des documents, qui sont donc des échanges qui sont sécurisés. Repartis en 3 groupes, ces directeurs des services informatiques des différents ministères vont du 3 au 18 mars prochain suivre des formations en vue de l'utilisation d'une messagerie professionnelle et signature électronique. Il n'y a pas que dans l'administration publique qu'on va aller plus loin dans la digitalisation des services, dans le privé aussi. Eh bien, la BOA, Bank of Africa, lance BOA Web. Quelles sont les possibilités qu'offre cette plateforme? Donne-t-elle toutes les garanties de sécurité? Et demande des réponses, Arsène Konditamde. La Bank of Africa fait un pas de plus vers la digitalisation de ses services. En lançant BOA Web, l'idée est d'affirmer son leadership en matière de solutions innovantes. La plateforme BOA Web donne droit à de nombreuses facilités. Elle permet entre autres l'autonomie dans le suivi et la gestion des comptes, la réduction des coûts de transaction et un gain de temps et une économie financière en évitant les déplacements en agence. Les clients gagnent du temps. Du temps de votre maison, vous pouvez faire certaines opérations, vous n'avez plus besoin de passer à nos guichets pour les faire. Et ce que nous notons également, c'est que ce produit il est évolutif. Puisque demain, dans quelques mois, le client a la possibilité de chez lui de demander son chéquier et ainsi de suite. Je veux dire que c'est un produit qui est fiable, nécessaire pour eux dans un monde en pleine mutation. En plus de l'interface améliorée, la sécurité de BOA Web a été renforcée.
L'entreprise n'a pas fait dans la dentelle. Elle dit avoir pris des mesures pour que les opérations sur la plateforme soient marquées du sceau de la sécurité. Nous avons tout prévu depuis l'enregistrement qui demande une double authentification à travers les meilleurs standards de sécurité. C'est Google Authenticator. Il faudra télécharger une application pour pouvoir s'authentifier et créer son compte en ligne. Et ensuite, pour toutes les transactions qu'il s'agit de créer un bénéficiaire ou d'initier un virement, il faudra recevoir un code OTP par SMS qui utilise des clés de cryptage. Et encore une fois, ce sont les meilleurs standards de sécurité pour pouvoir opérer donc les transactions sur son compte en toute sécurité. Les virements domestiques, internationaux et de masse sont d'autres possibilités que permet BOA Web. Ce produit est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 partout dans le monde. La clientèle venue assister à la présentation s'est dit satisfaite et voudrait amorcer ce nouveau virage avec la BOA. Vous le savez, le climat social est devenu très volatile depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même. Le dernier épisode en date concerne le vaste redéploiement des salariés des médias publics décidé par le ministère de la Communication. Une mesure rejetée par le Synatic qui appelle les agents à la grève illimitée, accusant par ailleurs le gouvernement de faire de la chasse aux sorcières. La réaction du gouvernement ne s'est pas fait attendre. Ce jeudi, la secrétaire générale du ministère de la Communication s'est expliquée sur la situation au cours d'une conférence de presse. Abdourazak Traoré. Quand le Synatic parle d'affectation, sanctions et arbitraire, le ministère de la Communication contre-attaque et explique son projet entamé depuis 2019. Il s'agit de l'opération Casier Vide. Elle vise à mettre de l'ordre dans les établissements publics de l'État rattachés au ministère de la Communication. Il ne s'agit nullement d'une réponse au mouvement d'humeur engagé par le Synatic. Il s'agit d'un processus de régularisation de situation d'agents. Une idée fondée sur 3 situations d'irrégularité dans les éditions Sidoya et la RTB. Il y a d'abord ces agents qui émergent à la solde alors qu'ils travaillent pour les médias publics. Secondo, il y a certains agents affectés dans les structures médiatiques sans acte de détachement. Puis, il y a ce dernier groupe, des fonctionnaires qui ont vu leur détachement échouer sans un quelconque renouvellement. L'article 02 de l'arrêté de détachement oblige l'agent à manifester son intention de renouveler son détachement par une demande adressée au premier responsable de l'organisme de tutelle. En conséquence, l'agent dont le détachement a expiré retourne à son ministère d'origine. Autrement, il est en situation irrégulière et l'administration peut le redéployer. Et le redéploiement fut 322 agents de la RTB et 48 fonctionnaires des éditions Sidoya. Parmi ces travailleurs affectés, des retraités et des disparus. Le département de Remi-Fulgence d'Anjounou reconnaît ces erreurs. Mais l'erreur est humaine. L'erreur est humaine et l'administration, dans les actes administratifs, commet souvent des erreurs. Et c'est promis, ça va être corrigé. Mais pourquoi affecter des journalistes ou des cadreurs dans une direction des ressources humaines? Ou encore, pourquoi affecter un parent d'élève en milieu d'année scolaire? Peut-on se demander. Moi, j'ai eu affaire à des gens qui ont été affectés et qui sont venus poser leurs problèmes. On a regardé et on a essayé de régler. On dit un journaliste qu'on affecte à la DRH. Quelle est la nécessité? Bon, la DRH fait partie des structures du ministère de la Communication. Sur la liste des travailleurs affectés figurent des agents qui occupent des fonctions nominatives. La question, c'est de savoir comment est-ce possible que des personnes en situation d'irrégularité soient nommées à des postes de responsabilité. Rien d'anormal, c'est le nouveau statut dérogatoire qu'il exige, assure la directrice des ressources humaines, visiblement incomprise. C'est le bourdonnement dans la salle. Les militants du Synatic ne sont pas loin. L'explication
le nom de tous les directeurs là-bas. On va ouvrir. Merci, je m'excuse. En arrêt de travail illimité depuis ce 4 mars, les travailleurs sont appelés à un sursaut patriotique et à revenir sur la table du dialogue. Toutes les guerres finissent toujours autour d'une table, a renchéri la secrétaire générale du ministère en charge de la communication. Voilà, toutes les grèves finissent autour d'une table, mais pour le moment, la discussion n'est pas de mise. Je vous l'annonçais, le Synatic qui a engagé un mouvement de grève illimité dans les médias publics, c'était au terme d'une assemblée générale hier à Ouagadougou, au siège de la RTB. Il faut dire qu'à Bobo-Dioulasso aussi, les agents de la RTB sont mécontents. Ils se sont manifestés hier. Edith Nikema, Jacob Zombo, surtout Justin Dabiré pour le reportage. Un mercredi matin à la RTB au bassin, pas comme les autres. Les salles de rédaction et les studios d'enregistrement sont vidés de leur monde. Dans la cour de la télévision, un groupe de personnes discute. Un autre groupe a les yeux rivés sur une liste sur laquelle est mentionné des noms. Il s'agit de la note d'affectation des agents de la RTB. C'est la surprise et l'étonnement, mais aussi la colère chez ces travailleurs des médias publics qui, pour certains, viennent de prendre connaissance de cette note d'affectation. Une note jugée arbitraire par le Synatic qui appelle le gouvernement à réviser sa position. Comme nous étions en mouvement, nous étions en situation de crise à la RTB, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire qu'il faut affecter des personnes tout azimut pour casser le mouvement de grève des agents des médias publics. Et nous, les responsables syndicaux, nous disons non à cette forfaiture du ministre de la Communication et nous l'interpellons pour lui dire qu'il faut qu'il revoie sa copie parce que nous sommes à la RTB, nous sommes un média d'État et nous sommes responsables de ce que nous faisons. Il faut qu'il respecte vraiment les agents des médias publics. Ils nous promettent un statut dérogatoire qui jusqu'à aujourd'hui ne voit pas le jour. Les agents et les travailleurs des médias publics ayant manifestent leur mécontentement, au lieu de chercher à résoudre le problème, le ministre ne fait que déplacer le problème. À la direction régionale de la RTB2, les choses sont vues autrement. La directrice régionale parle plutôt de nécessité de services conformément aux raisons évoquées par le ministre en charge de la communication. Cette liste signée du ministre, si vous faites attention à la décision qui est là, au décret qui est là, ne donne pas des raisons subjectives pour les affectations. Le ministère a bien précisé que c'est pour raison de service. Et pour cela, qu'est-ce qu'on peut dire? On ne fait que respecter, c'est l'administration. Nous dépendons de l'administration et nous ne faisons que respecter ce que l'administration dit. Une invite que le Synatic n'est pas prêt à accepter et promet se donner tous les moyens pour se faire entendre davantage si rien n'est fait. Nous sommes un syndicat responsable. Nous avons toujours mené nos actions de façon responsable et nous savons ce que nous allons engranger le moment venu quand cette décision ne sera pas respectée. Et si le ministre ne revoit pas sa copie, je pense qu'on va se donner le moyen de mener d'autres actions pour qu'ils puissent revenir en tout cas à la raison et redéployer tout le personnel à leur poste de travail initial. De la télévision à la radio, en passant par la direction régionale des éditions Sidoaya au bassin, c'est le silence radio total à compter de ce mercredi 4 février 2020, rassure le secrétaire général du Synatic au bassin, Crépin Poda. Voilà, des mouvements de grève qui rendent le climat social très tendu, une situation qui empêche sans doute le gouvernement d'aller plus vite dans ses réformes. On se souvient de deux d'entre elles. Il s'agit notamment de la remise à plat du système de rémunération des agents de l'État et aussi de l'opérationnalisation de l'authentification des diplômes. La question qu'on se pose, c'est où en est la mise en œuvre de ces deux mécanismes. Rémi Lambert-Nébi a posé la question au ministre en charge de la fonction publique en marge du séminaire gouvernemental ce matin. Retour sur deux réformes qui peinent à avancer. Tout comme l'UTS, la question de rationalisation du système de rémunération des agents publics de l'État avait suscité en 2018 des polémiques entre syndicats et gouvernement et même entre organisations syndicales. Après l'organisation d'une conférence nationale en juin 2018, le gouvernement semblait amorcer la dernière phase du processus d'opérationnalisation de cette réforme aux grandes dames de la CGTB.
Mais 2 ans après, cette réforme voulue par le président du Faso reçoit un coup de frein de son initiateur. Le chef de l'État a souhaité que nous reprenions le processus. Donc des instructions ont été données au Premier ministre qui nous a répercuté ces instructions. Et je crois que nous sommes en train de reprendre langue avec les différents acteurs. Mais je veux rappeler que dans la première phase du travail qu'on avait commencé, en fin avril, nous avions terminé la partie technique du travail. Donc il s'agira de remettre au goût du jour ces informations et puis de réunir tous les acteurs pour se prononcer sur les solutions. Pour nous, ce que nous avions retenu, sous réserve que ce soit confirmé et consolidé par les plus hautes autorités, on est parti sur une dizaine d'hypothèses et il appartiendra aux différents acteurs, aux participants, de choisir les options qui sont les mêmes, les plus adaptées à nos réalités. Le chef de l'État semble avoir opté pour la carte de la prudence face aux divergences constatées. Une option privilégiée également par le ministère de la fonction publique qui avait décidé en mi-avril 2019 de mener une opération d'authentification des diplômes. Sur le contrôle des diplômes, je peux vous rassurer que c'est un processus qui avance bien, très bien et avec sérénité. Maintenant, nous traitons une question qui est délicate, qui est sensible. Ce sont les données des personnes. Vous savez que généralement, quand il y a les concours, on affiche, c'est sous réserve de contrôle approfondi. Bon, nous contrôlons, nous avons fait des constats. Mais ces constats, ce n'est pas parce qu'on les a faits qu'on doit pouvoir jeter l'opprobre sur les concernés. Peut-être qu'ils ont des moyens de défense, peut-être que nous-mêmes, l'administration, nous sommes fort clos à ne plus revenir sur ces situations. Donc, nous, on a interrogé le Conseil d'État sur comment on approche cette question. Donc, le Conseil d'État nous a donné un certain nombre de conseils. C'est pourquoi nous sommes au regret de ne pas donner systématiquement les informations sur les gens. Nous ne pouvons pas les donner. Et parce que il se pourrait que pour ceux qui vont être interpellés pour des problèmes sur leur diplôme, ils puissent ouvrir un contentieux contre nous en se prévalant peut-être du principe du droit acquis parce que le gouvernement ou l'administration n'aurait pas fait son travail de contrôle au moment opportun. Que ce soit pour la remise à plat des salaires ou l'opération d'authentification des diplômes, on le voit, le gouvernement avance avec beaucoup de prudence. Changement de cap, on parle climat, environnement, forêt. À quelques mois de la fin du programme d'investissement forestier au Burkina Faso, la présidente, la directrice du Fonds d'investissement climatique est à Ouagadougou pour constater les réalisations effectuées par le PIF Burkina. A-t-elle été satisfaite? Les précisions d'Archimède Boy. Réduire les émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts afin de renforcer leur capacité de séquestration au carbone et lutter contre la pauvreté. C'est l'objectif du programme d'investissement forestier Burkina Faso. Le PIF bénéficie du financement du Fonds d'investissement climatique. Ce mercredi 4 mars, la directrice du CIF est en visite au Burkina Faso. On a visité en partie j'ai visité un peu de chaque projet qu'on a ici au Burkina, différentes zones du pays, à l'ouest et sud de Ouaga. Et j'ai vu des différentes activités. Et je crois que les équipes ont fait un très bon travail. Et les témoignent des populations et des familles, comment ça a changé sa vie et la compréhension de la connexion entre les forêts et la subsistance et la prospérité de la famille, c'est vraiment significant. Débuté en janvier 2014, le programme d'investissement forestier s'achève cette année. Mafalda Douaté va au terme de cette visite rendre compte aux bailleurs de fonds des activités réalisées sur le sol burkinabé. Le but, obtenir un financement en vue de consolider les acquis de ce programme. Et c'est pour ça que je croyais que c'était très important de venir ici au Burkina Faso, dans cet étage-là,
que nous sommes en très état avancé d'implémentation des projets, parce que c'est très important d'amener ces résultats, ces témoignages à les autres pays qui donnent les financements au changement climatique. Parce que c'est très important que les gens voient et peuvent comprendre l'importance de ces investissements et l'importance de ne pas penser seulement le pays des forêts tropicales quand on pense au financement climatique pour les forêts. C'est très important aussi de penser aux pays comme Burkina Faso, aux pays sahéliens. Le Fonds d'investissement climatique existe depuis 2008. Il couvre 72 pays en développement. Il aide ces pays à faire des investissements pour l'adaptation au changement climatique. Et nous prenons la direction de Orodara dans la province du Kénédougou où s'est tenue la 5e édition du lancement de la campagne de commercialisation de la noix brute de cajou. Au terme de cette cérémonie de lancement, le prix de la noix de cajou a été fixé à 330 francs CFA le kilogramme par le comité interprofessionnel de l'ANACAD du Burkina Faso, le CIAB. Reportage Sotou Justin Dabiré, Ibrahim Kompaoré. Cette cérémonie marque le lancement officiel de la campagne de commercialisation de la noix brute de cajou. Une cérémonie qui a réuni l'ensemble des producteurs de la filière ANACAD, membres du comité interprofessionnel de l'ANACAD du Burkina Faso. La filière ANACAD se positionne comme une filière stratégique au Burkina. Elle est le 3e produit d'exportation et pourvoit plus de 11 000 emplois, dont 90% sont occupés par les femmes. Le ministre en charge du commerce qui a présidé la cérémonie invite les producteurs à s'unir autour d'un même idéal pour relever les défis de la filière ANACAD au Burkina. Et rappeler aux différents acteurs que c'est dans l'union, dans l'unité, dans la concorde, dans une synergie d'action que nous allons réussir à relever l'ensemble des défis inhérents à la filière. Le gouvernement jouera sa partition. Le gouvernement continuera à accompagner les acteurs de la filière. Le gouvernement continuera à faire les réformes nécessaires, continuera à prendre donc les décisions pour protéger les producteurs, pour accompagner les transformateurs et pour améliorer les qualités de commercialisation de la noix brute de cajou. Pour la campagne à venir, les acteurs de la filière ANACAD du Burkina ont de façon unanime planché le prix de noix de cajou à 330 francs CFA le kilogramme. La campagne s'annonce un peu difficile compte tenu des informations que nous avons reçues du marché international. Mais nous comptons aussi sur les autorités pour jouer leur rôle régalien en régulant le marché. De sorte que les producteurs ne soient vraiment pas lésés. Lésés comme l'année dernière où les prix ont véritablement chuté. Donc, nous osons espérer que le ministère du Commerce va vraiment jouer sa partition. Après le lancement officiel de la campagne de commercialisation de la noix de cajou, le ministre en charge du commerce est allé à Diri, un village situé à environ 15 km de Orodara, pour encourager une association des femmes qui transforment la noix brute de cajou. Une visite appréciée par Karidia Kone, la présidente de l'association. On fait la transformation ANACAD, artisanale. On a commencé la transformation depuis en 1984 jusqu'à aujourd'hui. On est en train de souffrir. Mais nous sommes fiers aujourd'hui que le ministre est venu chez nous, nous rendre visite. La filière ANACAD est le 3e produit exporté au Burkina Faso après l'or et le coton. C'est une filière très dynamique portée par le secteur privé. Et nous terminons ce journal avec cet élan de solidarité de la société de cimenterie Simfaso envers les déplacés internes de l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Une ambulance et de la nourriture, voilà ce que cette société offre à ces personnes en détresse. Majid Bakwa. Une ambulance flambant neuve, des vivres et du matériel divers au profit des déplacés internes. C'est le don reçu par la mairie de l'arrondissement 4 de la commune de Ouagadougou. Un geste de la société de cimenterie Sim Burkina qui veut donner du réconfort à ses déplacés internes. Un don reçu avec enthousiasme par les bénéficiaires.
J'avoue que la situation n'est pas facile, mais pour nous, ce jet de ce matin est pour nous un ouf de soulagement. Cela va nous permettre, dans les jours à venir, de pouvoir porter en tout cas un appui alimentaire à ces personnes-là. Dites-vous que cette situation est venue aggraver une situation qui n'était toujours pas facile, parce qu'il y a certains qui vivent ces jeux, mais qui étaient dans des situations de précarité, auxquelles chaque année le conseil municipal agissait. Et la situation s'étant aggravée avec notre partenaire, je crois que, comme je l'ai dit, c'est ouf. Ce geste est le fruit d'un partenariat entre l'arrondissement 4 de la commune de Ouagadougou et la société Sim Burkina. Donc je ne peux pas vous détailler le type d'action qu'on a en cours aujourd'hui, puisqu'on a un programme de responsabilité sociale qui est en cours et qui est réorganisé chaque année. Et on fait des actions qui sont soit ici sur la zone, soit sur d'autres zones où on intervient. Et c'est un programme permanent qui est budgété chaque année et qui se déroule chaque année. Et parfois même dans la discrétion, sans que les gens s'en rendent compte, c'est des assistances multiples sur de multiples sujets. Voilà, c'est notre responsabilité sociale d'entreprise qui nous engage sur ce chemin. Ce don a coûté un peu plus de 25 millions de francs CFA à la société de cimenterie. Actuellement, le nombre de déplacés internes est estimé à 1000 dans l'arrondissement 4 de la commune de Ouagadougou. Voilà, et c'est ici que prend fin ce journal. Merci d'avoir suivi, merci de votre fidélité renouvelée. On se donne donc rendez-vous demain à la même heure, 19h30, ici même. Au revoir.